est là depuis ce matin. Bonjour Pascal Béteille, vous êtes ancien président de la coordination rurale de 47, oui. Agen. On parlait il y a quelques secondes de ces normes et de la Commission de Bruxelles, la responsabilité écrasante de la Commission européenne dans le malheur de nos agriculteurs. C'est un papier que je recommande à tout le monde, d'ailleurs, de François-Xavier Bellamy, hier dans le Figaro, qui dit les choses telles qu'elles sont. Parce que dans cette séquence, comme toujours, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a évidemment Bruxelles, mais il y a la lâcheté, le scandale de nos dirigeants, le double jeu de nos dirigeants. C'est-à-dire, qui peut contester qu'ils disent une chose à Paris, une autre chose à Bruxelles? C'est en fait ce qui se passe dans ce pays, dans plein de domaines, mais dans celui-là est proprement scandaleux. Donc qu'est-ce qui va se passer selon vous maintenant et qu'est-ce que vous allez demander? Écoutez, j'attends pas grand-chose des négociations. Vous avez tout dit dans votre introduction, de toute façon, tout est dit. 90% des agriculteurs ne savent pas de toute façon ce qui va se passer là-bas, ce qui se passe en Europe. Il faut préciser aussi qu'il y a des normes européennes, mais en plus, nous en France, on est plus fort que tout le monde, on introduit en plus d'autres normes, en plus, qui ne sont pour moi pas légales, parce que c'est l'européenne qui est soi-disant commande. Donc ce n'est plus possible de continuer comme ça. C'est, comme vous dites, c'est une lâcheté. Notre président, notre nouveau Premier ministre abandonne l'agriculture, parce qu'on est tombé à moins de 50% de production animale et végétale. Jusqu'où on va tomber? Moi, je pense que Gabriel Attal, qui est neuf en politique, il découvre tout ça. Et comme il est intelligent et pragmatique, j'espère qu'il va renverser la table et qu'il va dire on arrête. On ne peut pas donner à M. Canfin le pouvoir qu'il a. C'est absolu. Les militants radicaux écologistes ne peuvent pas mener une politique sans l'accord des peuples. C'est absolument impossible. Vous savez que son nom a circulé à un moment donné pour prendre la tête de liste de Renaissance aux européennes. Mais donc c'est pour vous dire, il est soutenu au Conseil européen par ce gouvernement. Mais je répète, c'est en dehors de la volonté des peuples. Bien sûr. Mais il y a, comme vous le disiez, un double discours, une hypocrisie. C'est ça qui est le véritable scandale. C'est-à-dire que les petits hommes gris, qui ne connaissent rien à rien de vos métiers, pour des raisons purement idéologiques, ont décidé de vous faire la peau. Écoutez, je pense que Gabriel Attal n'est pas novice, il connaît. Nous avons quand même un ministre du budget, M. Le Maire, qui a été ministre de l'Agriculture, qui nous trahit. Il nous trahit en augmentant le tarif de les taxes, en augmentant le GNR, alors que moi je demandais la détaxation comme les pêcheurs. Voilà, tout simplement. Mais on a parlé hier de ce qui se passe dans le golfe de Gascogne, la multiplication des règles imbéciles. Voilà. On ne peut pas pêcher dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. Mais dans quel cerveau malade a-t-on imaginé cette norme-là? Et les petits pêcheurs, c'était Antoine Estève qui les a rencontrés toute la journée hier, ça fait 40 ans qu'ils pêchent, ils n'ont jamais pris un dauphin. Qui prend des dauphins? C'est ces immenses bateaux, usines. Oui. Donc ce sont des fous, ces gens-là. Ce sont des fous, ce sont des criminels. Tout à fait. Donc, ou tu as un gouvernement qui dit on n'écoute plus ces normes-là, elles sont imbéciles et on passe à côté, ou on continue. Et alors, les agriculteurs sont sur les routes. Et pas que les agriculteurs, peut-être. Il faut reprendre dans la main, c'est tout. Il faut reprendre dans la main. Ah oui, mais... Les routiers, ça a commencé. Hein. Ça y est, les routiers sont bloqués avec les agriculteurs. Bon, je vous propose d'écouter Jordan Bardella qui était avec nous ce matin. Et puis, nous avons beaucoup, évidemment, de sujets et de personnes à vous faire écouter. Les agriculteurs ont le sentiment qu'avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est la main sur l'épaule quand ils sont à Paris, mais c'est le coup de poignard quand ils sont à Bruxelles. Parce que précisément, Emmanuel Macron, Gabriel Attal et ce gouvernement ont soutenu la politique de la Commission européenne du Green Deal, ont soutenu le texte Restaurons la nature, ont soutenu les accords de libre-échange et en fait soutiennent une politique d'écologie punitive. Et je voulais vous faire écouter Philippe Lelouch parce qu'il était hier soir chez Pierre Lelouch, pardon. Pierre Lelouch. Il était avec vous d'ailleurs. Oui, nous étions ensemble. Et j'écoutais avec Julien Pasquet et je trouve que c'est toujours très difficile de comprendre. Lui-même est très nuancé et explique combien c'est difficile de trouver les solutions. Parce que maintenant que tu as donné tout le pouvoir à Bruxelles, en fait, tu peux rien faire. Oui. Et il parle d'expérience puisqu'il a été secrétaire d'État aux Affaires européennes. Il s'en est occupé de ces questions. C'est pas vrai qu'on peut rien faire. Les normes ne sont pas les mêmes avec les Espagnols, par exemple. Oui, mais... Les normes ne sont pas les mêmes avec les Espagnols. On met des normes sur des normes. Il y a des normes. Mais je suis d'accord avec vous, mais quand on promet un choc de simplification. Changer, surtout avec le maire. Je suis d'accord avec vous. Et les taxes, elles sont françaises sur l'électricité, sur le GNR. Elles sont françaises, les taxes. Tu découvres, comme toujours, il y a tout dans cette séquence.
Et effectivement, c'est pour ça que les gens sont en colère, parce que d'abord ils découvrent, ils connaissent pas forcément cela, et ils découvrent des choses aberrantes. Mais écoutez Pierre Lellouche, parce que j'ai trouvé que son analyse était intéressante. Oui. Il y a un très grand malaise dans le monde agricole, dans tout le pays, et que les moyens de régler ce malaise sont très complexes. Ils sont très complexes. Et pour beaucoup de raisons. L'une de ces raisons, c'est que la situation des agriculteurs en France, elle est très variée. Il y a des gens qui vont très bien. Si vous êtes viticulteur à Beaune, en Côte d'Or, moi j'étais au commerce extérieur, je peux vous dire qu'ils n'avaient pas besoin de moi pour vendre les grands crus de Beaune ou du Bordelais. Si vous êtes un grand sucrier ou un grand céréalier, le patron de la FNSEA fait partie de ces très grands dirigent des entreprises, ça va pour eux. Ils sont plus les producteurs moyens ou petits producteurs. Là où c'est plus dur, c'est ces petits producteurs qu'on voit là, en Ariège et ailleurs. Et là, il y a beaucoup de souffrance. La difficulté étant que la solution à ces problèmes est très complexe. Pourquoi ? Parce que l'agriculture n'est plus une compétence nationale. Donc il y a un budget qui est voté pour 5 ans, qui est de l'ordre, en gros, de 55 milliards par an. La France, c'est le premier bénéficiaire à hauteur de 10 milliards. Mais enfin, il faut quand même savoir que nous, Français, on donne 22 milliards à l'Europe chaque année, donc on récupère en gros 11 milliards. Et ensuite, cet argent est distribué avec des procédures extrêmement complexes à travers tout le pays. Donc il y a la façon dont c'est distribué, et là il y a énormément de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent aujourd'hui des retards, ça dysfonctionne. Deuxièmement, il y a la politique extérieure de l'Union qui est fédéralisée, c'est-à-dire que quand l'Union décide de passer un contrat avec le Brésil ou la Nouvelle-Zélande, eh bien, le négociateur, il est européen, il n'est pas français. Donc on va, par exemple, inonder la France de moutons, ou en ce moment de poulets ukrainiens, pour des raisons politiques, avec des choses en échange, l'automobile allemande ou autre. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous êtes aujourd'hui ministre de l'Agriculture ou président de la République, vous avez un méga problème, parce qu'aucun de ces problèmes n'ont de solution rapide, et même parisienne. On arrive sur ce drame d'aujourd'hui, qui ajoute une souffrance palpable à tout ça. Donc je termine là, mais c'est pour ça que je dis que ce drame, franchement, le monde agricole et le gouvernement n'avaient pas besoin, c'est déjà très compliqué. Et ça ajoute une dimension humaine tragique, terrible à un problème très complexe. Et vous voyez, Monsieur Béteille, la colère qui peut être la mienne, c'est que tout ça s'est fait sans l'accord des peuples. C'est une honte. C'est une honte. Tu apprends des choses que tu ne savais pas. Tu donnes 22 milliards, tu n'en récupères que 10. Et c'est vous qui êtes en première ligne. Et c'est vous qui allez mourir. Mais c'est un scandale, en fait. C'est un scandale d'État. Sur les 10 milliards, on en récupère que la moitié directement. C'est un scandale d'État. Resté pris par l'État. C'est un scandale d'État. Tout à fait. Puisque ça s'est fait, depuis des années sans que les peuples soient au courant. Uniquement par des petits hommes gris. Oui. Donc il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Mais il y a encore autre chose. Il y a eu deux grands scandales, en fait, ces dernières années. Des scandales qui ont causé des préjudices énormes. Ils ont porté l'écologie punitive dont vous parlez, a porté une atteinte majeure à la filière nucléaire, et on en paye les conséquences. Et d'ailleurs, ça a aussi des conséquences pour vous sur le prix de l'énergie. Et on est en train de tuer l'agriculture en raison aussi d'une idéologie écologiste. C'est bien ça, le sujet, voyez-vous. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de double discours. Vous avez raison. Pascal Canfin, effectivement, il est président de cette commission environnement et sécurité sanitaire, mais il appartient à la majorité présidentielle. Il faut le savoir, vous l'avez dit, Gauthier. Donc, on ne peut pas avoir un discours à Paris et un discours à Bruxelles. C'est pas possible. Mais il y a encore autre chose, c'est que, excusez-moi, Pierre Lellouche, il tient un discours nuancé et pragmatique. Ce matin, j'entendais une militante écologiste qui, elle, tient un discours radical et théorique. Elle est, par principe, quelle que soit la situation, contre les exemptions de taxes sur les carburants. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, l'idéologie doit s'imposer à la réalité. Donc là, ça ne peut qu'aller dans le mur et ça ne peut qu'aller à la confrontation. Donc voilà. Ce que je trouve extraordinaire et drôle dans cette affaire, c'est qu'on a ajouté à la dénomination classique de ministère de l'Agriculture, ministère de la souveraineté alimentaire au moment où celle-ci disparaît. C'est extraordinaire.
Et puis d'autre part, j'ai l'impression de malaise, de déjà vu, de déjà entendu. J'ai l'impression de revivre en vrai le scénario, vous savez, d'un jour sans fin, où la même journée se reproduit constamment. On a refusé aux agriculteurs parce qu'ils étaient pacifiques, ce qu'on va leur accorder parce qu'ils sont en révolte. C'est comme ça que ça se passe en France. Qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? Le carnet de chèques. Oui, mais c'est nul le carnet de chèques, pardonnez-moi. C'est nul le carnet de chèques. C'est pas moi le carnet de chèques. Le carnet de chèques, c'est financé par la dette et c'est nul en fait. Oui. Et ça fait. Et c'est pas ce que vous voulez. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Comme je l'ai dit ce matin, on n'est pas des mendiants. Mais exactement, mais vous avez raison, il faut le refuser le carnet de chèques. Parce qu'en fait, c'est pas des politiques. Non. Un carnet de chèques. C'est la dette, hein. C'est tout le monde qui paye. Qu'est-ce que vous demandez? La revalorisation des prix. Il faut qu'il y ait un prix en façon d'un produit, tout simplement. Du bon sens. On ne peut plus produire à perte. Ça ne tient pas. La loi Egalim, ça pas... La loi Egalim est une fumée historique. Mais elle sert à rien, la loi Egalim. Tout ça, c'est nul, en fait. Mais c'est ça qui est aberrant. Tout ça, c'est nul. Loi Egalim 1, loi Egalim 2, loi Egalim 3. Il n'y en a pas une qui marche. C'est nul. Ils ont demandé et qui est respectée. De faire une marge de 10% minimum. Sur la production de la fraise, quand il y a affluence de fraises, les grandes surfaces font des promotions et savent se mettre à zéro pour écouler un certain volume. Donc, loi Egalim, ils se sont mis à zéro, ils n'ont pas pu le faire et ils ont pris 10% sur le dos des producteurs, pas sur le consommateur. On a perdu 10% sur le temps des promotions, sur le temps de la fraise. Mais ce sont des millions d'euros. Ça n'a rien résolu. La loi Egalim, c'est nul. C'est nul. Non, il y a peut-être des leviers où le gouvernement pourrait agir peut-être d'ici la fin de la semaine. C'est notamment le GNR. Non, mais le GNR, c'est une chose. Ça représente, ce sont des miettes. Au niveau national, c'est énorme. Mais pour nous, c'est des miettes. Oui, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Donc, qu'est-ce qui concrètement doit être pris en... Quelle est la mesure la plus forte qui doit être prise par le gouvernement Attal s'il veut vous satisfaire? Enlever les taxes. Lesquelles? Les taxes sur l'énergie. Déjà, les 10% qu'ils doivent mettre en plus c'est malvenu quand même. Surtout qu'on vient de prendre une raclée depuis 2 ans, et je vous dis pas quoi. Oui, mais les taxes uniquement pour vous ou pour tout le monde? Ah, mais ça, c'est regarde, pour tout le monde. Comme ça, le pouvoir d'achat augmentera, même sur le consommateur. Bon, donc enlever les taxes, d'accord. Taxes sur l'énergie, les écotaxes que l'on paye, taxes foncières qui sont énormes pour nous. Et oui, on paye les taxes foncières. Droit de succession. Oui. Quand on transmet, moi j'ai mon fils qui est là, qui a 24 ans, quand je vais lui transmettre à l'entreprise, il va payer. Il va payer pour pouvoir continuer l'entreprise. Et au bout de la troisième génération, on a payé le capital en taxes, en droit de succession. Quand il s'est installé, il a fait un emprunt pour du foncier, il a payé 25 000 € de taxes. Votre entreprise, vous savez à peu près, elle sera imposée à combien en droit de succession? Non, parce que ça va être sur une estimation. C'est pas encore qu'on le fera, mais ça, au-dessus de 100 000 € de capital, après on est imposable. Mais ça va très vite. Alors ça c'est vrai pour tout le monde, bien sûr. Oui. Les droits de succession, c'est vrai pour tout le monde. La difficulté, c'est que est-ce que tu fais un régime uniquement pour les agriculteurs ou pour certaines transmissions? Parce que dans les entreprises, de la même manière, quand tu transmets à ton fils, c'est pareil. Pareil. Petit travail quand même. On a perdu des entreprises à cause de ça. Oui. Je pense que UPSA, Agen, qui est une grosse entreprise. Et dans les normes, j'entends en permanence, parce que c'est toujours un peu nébuleux et flou, mais combien de temps vous passez par jour? Généralement, déjà, les journées sont de 15 ou 16 heures, souvent dans le monde des paysans. Combien de temps vous passez par jour sur des soucis administratifs? Est-ce qu'on peut le quantifier? Vous le quantifier, c'est difficile. Il y a les soucis administratifs, il y a les contrôles. Il faut savoir maintenant qu'on a des satellites qui passent tous les 3 jours au-dessus de nos têtes, qui nous prennent en photo. Pourquoi ils vous prennent en photo? Pour nous contrôler. Pour contrôler les surfaces, savoir si vraiment on a fait ça sur cette parcelle. Ah, oui, mais ça, ça c'est pas gênant. Vous êtes en train de travailler, ils vous contrôlent. Bon, oui, ils sont fliqués. Qui accepte ça? Qui accepterait ça? C'est quand même incroyable. Ça, c'est encore. Oui, non, mais c'est un tout. Qui accepterait? Oui, c'est un tout. C'est une ambiance. Voilà. Tout ça pour toucher une monde, fait la PAC. Parce que pour moi, pour l'entreprise, ça ne représente pas grand-chose. Bon, je voudrais qu'on voit un sujet cette nuit à Bayonne, évidemment, avec la poursuite des blocages. C'est une colère qui ne faiblit pas. À Bayonne, les agriculteurs ont passé la nuit rassemblés sur le point de blocage de l'autoroute A63. Une mobilisation qui s'étend et qui s'inscrit dans la durée. Il y a beaucoup de jeunesse qui est arrivée là et c'est bon signe, c'est qu'il y a le soutien à la
profession agricole parce que je crois que tous ne sont pas agriculteurs et on est ravis qu'il y ait tout ce monde, oui. Parce que les annonces qui seront faites, ça ne sera pas suffisant et donc notre mouvement va se poursuivre dans les semaines qui vont venir jusqu'au salon de l'agriculture. Même son de cloche à Agen, où les agriculteurs ont veillé toute la nuit à l'intérieur de leur tracteur. Pour eux aussi, la protestation ne fait que commencer. La boule de neige, elle est lancée. Et puis c'est plus une boule de neige, là c'est une bombe atomique. Parce que quand on voit la France, la vitesse depuis 4h30 de l'après-midi, où ça s'est répandu. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, l'a promis, les actions devraient s'amplifier partout en France. Médiatique, je disais tout à l'heure, on regarde ça en se pinçant le nez. Dans l'espace médiatique, on a voulu imposer une querelle école privée, école publique, ça n'intéresse personne. Ils sont bien ennuyés, évidemment, nos amis de Libération. Parce qu'en fait, ça n'intéresse personne, parce que ça n'existe pas. En revanche, ça intéresse les gens. Ça les passionne, bien sûr. Mais eux, ils regardent ça, évidemment, vous êtes des agriculteurs. Donc vous êtes le monde ancien. Il n'y a pas beaucoup de diversité chez les agriculteurs. Donc ça les intéresse pas beaucoup. Et puis les agriculteurs, ça mange de la viande, ça vend de la viande. Je veux dire, sur le plan écologique, c'est souvent un combat pour ces gens-là, puisqu'on nous explique qu'il ne faut pas manger de viande matin, midi et soir. Donc vous représentez un monde qu'il faut détruire. Tout à fait. Dans cet espace médiatique. Oui. Donc vous serez peu soutenu d'ailleurs. Je sais, on le sait. Donc c'est assez intéressant de voir cela aussi. Écoutez quelques agriculteurs précisément interrogés à Bayonne. Ah, on n'a pas cette guirlande. Alors les agriculteurs, je voulais qu'on parle évidemment de ce drame hier avec cette jeune femme qui est décédée. Et je voulais qu'on voit les agriculteurs qui sont en deuil. Et sa fille aussi. Et sa fille, effectivement, qui est cette agricultrice et qui est décédée. Je voulais qu'on voit le sujet de Camille Guédon. Une famille brisée au petit matin sur un barrage en Ariège. Alexandra Sonac, une agricultrice de 36 ans et sa fille de 12 ans, étaient tuées hier par une voiture. On est tous émus, on est tous très touchés, peinés. Et cet après-midi, j'ai été me recueillir avec eux. Et je culpabilisais un peu. Je l'ai dit sur Antenne Télé ce matin parce que c'est quand même moi qui ai dit aux gens qu'il fallait se révolter. Et il arrive ça. Et finalement, Alexandra, en voulant suivre ce mouvement et arrêter ce massacre, il aura laissé sa vie, la vie de sa fille. Ses proches se souviennent d'une jeune femme dynamique, passionnée par son métier d'éleveuse et engagée pour la cause des agriculteurs. Sous le choc d'avoir perdu Alexandra, qui était une adhérente de notre syndicat depuis son installation, une personne très investie, qui était toujours là à nos côtés dans tous nos combats. Au-delà de ça, c'était aussi une fille avec qui j'étais au lycée, donc on a partagé les mêmes bancs du lycée. Nos premières années, elle avait déjà cette force et cette âme de défendre le monde agricole. Les jours du mari d'Alexandra, renversé aussi pendant l'accident, ne sont plus en danger. Désormais, il devra s'occuper seul de sa fille cadette. Alors évidemment, Georges Fenech, moi je ne veux pas polémiquer sur l'OQTF. Non, c'est pas le sujet, Pascal. Mais c'est le sujet. Non, mais si, c'est le sujet justement. Mais c'est le sujet pour les Français, parce que vous êtes déconnectés. Écoutez, moi je vous le dis. Je suis déconnecté, d'accord. Oui, parce que c'est le sujet. Sauf que là, vous n'avez pas affaire à des délinquants. Et alors ? Ce sont 3 arméniens. Ils n'ont rien à faire sur le territoire de France. Qui se sont vus. Ils n'ont rien à faire sur le territoire de France. Ils doivent quitter le territoire. Mais c'est pas le sujet. C'est le sujet. C'est un accident. C'est le sujet. C'est un accident, la nuit. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous êtes une logique implacable. Il ne serait pas en France, il n'y aurait pas eu d'accident. Il n'y aurait pas eu la botte de foin, il n'y aurait pas eu d'accident. Vous mélangez tous les problèmes. Non, Georges Fenech, vous êtes et vous incarnez le déni. Bien sûr. Vous incarnez le déni. C'est le sujet. Je suis du côté des agriculteurs. C'est un accident malheureux. Non, c'est pas un accident. Hélas d'ailleurs. Je suis désolé de vous le dire. Le parquet, le préfecture l'a dit. Non mais Georges Fenech. Oui, au départ ils ont forcé un barrage. Georges Fenech, il n'avait pas à être sur le territoire de France. Vous êtes dans le déni. D'accord, ils auraient quitté le territoire. Et c'est pas le sujet. Et je vais vous dire pourquoi c'est le sujet. Parce qu'on a des très bons rapports avec l'Arménie. C'est très facile en fait de les renvoyer. Et ça montre aussi la nullité de cet État. Pardonnez-moi de le dire comme ça, la nullité de cet État et la paresse de ceux qui dirigent. Parce qu'on a des très bons rapports avec l'Arménie. C'est très facile de les renvoyer. Et on ne le fait pas. Il y avait une décision. Et il y a 2 personnes qui sont mortes. Et vous dites c'est pas le sujet. Non, moi, on n'est pas sur ce ton-là, Pascal. Ben si.
Je le prends sur... Mais moi, je suis profondément... je le prends. Il y a 2 personnes qui sont mortes par 2 personnes qui n'auraient pas dû être... Parce que l'État ne te protège pas. On ne va pas mélanger tout. C'est d'autant plus le sujet qu'en 2019, Emmanuel Macron promettait de faire exécuter 100% des obligations de quitter le territoire français. On est à 10%. Bah oui, il l'a promis. Il l'a promis, voilà. Pas le sujet. Et la liste des drames... Des drames, c'est complètement le sujet. Et la liste des drames, dans lesquels sont mis en cause des OQTF est longue comme le bras. C'était pas des délinquants récidivistes. Ils étaient sous OQTF. En rétention administrative, vous savez très bien. En fait, vous êtes fascinant. En fait, vous êtes fascinant. Moi, vous me fascinez. Mais j'ai le droit d'avoir une opinion, Pascal. De vous fasciner, alors. Mais c'est pas le sujet des OQTF qui sont sur le territoire et qui partent pas. Alors, c'est plus le sujet. Mais il faut le dire, alors. Mais ça sert à rien, alors. C'est pas un crime volontaire. Mais alors, ça sert à rien qu'ils soient OQTF. Il y avait eu un accident volontaire, si je puis dire. Mais Georges, pourquoi ils sont OQTF, alors? C'était différent. Pourquoi ils sont OQTF? Parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de rester sur le territoire. Et alors, ils ne remplissaient pas les conditions du droit d'asile. C'est indéfendable ce que vous faites. Je comprends mal. Si la promesse d'Emmanuel Macron est indéfendable, OQTF, obligation. Mais c'est un autre sujet. Mais bien sûr. Mais là, c'est un accident. Je comprends mal. Ils sont quand même Bon, il est 9h24. Je comprends mal cette discussion parce que c'est la collision, littéralement, entre 2 sujets qui, du coup, n'en font qu'un. Mais oui, c'est pas compliqué. Bon, et je pense son avis. Ah non, mais c'est pas chacun, c'est que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, pardonnez-moi de le dire comme ça, ne sont pas sur votre ligne. Mais c'est sûr. Et c'est le sujet. D'accord. Il est 9h24. Je vais saluer d'abord Thomas Hill de Europe 1.